Salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être la seule dans ce genre-là. Peut-être que ce sera la première d'une série, je ne sais pas encore. Je vois en fait, j'attends de voir est-ce que l'exercice va m'amuser, est-ce que ça va vous amuser. J'attends de voir un petit peu les retours à gauche à droite et moi voir ce que ça me procure en termes de plaisir de vous faire ça. Et puis si jamais la sauce prend suffisamment, possiblement que je réitérerai l'exercice. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo va consister à vous partager toutes mes lectures manga que j'ai faites dans le mois de janvier 2023. Parce que voilà, vous le savez, je suis un fan absolu de manga, et c'est vrai que très souvent, je suis assez frustré dans mes lectures parce que y a des mangas, il y a des tomes de manga, il y a des histoires dans lesquelles je n'en parle pas forcément en vidéo ou en stream, parce que j'ai peur de vous spoiler en fait, ou alors voilà, j'ai lu par exemple un ou deux one-shot, et des fois je trouve pas l'occasion véritablement d'en parler, enfin je me vois mal faire une vidéo entière sur certaines lectures, donc là je me suis dit qu'au moins avec ce type de format, vous aurez une compilation, vous verrez véritablement concrètement ce que j'ai pu découvrir. En plus, ça sera bien frais dans ma tête pour vous en parler, parce que des fois, entre toutes les lectures que je peux faire, quelquefois, je vous avoue que je me souviens pas forcément de tout, mais là normalement... Là, j'ai vraiment assez bien en tête vu que c'était courant du mois. Et puis alors, l'avantage dans cette vidéo, c'est que normalement, si j'ai bien fait mon travail, mais logiquement, il n'y a pas de raison, la vidéo sera chapitrée et vous pourrez en fait voir dans le sommaire de la description et sur le lecteur vidéo, vous pourrez voir les différentes lectures que j'ai pu avoir et vous pourrez aller directement au sujet qui vous intéresse le plus. Parce que si par exemple vous êtes un anime only de Jujutsu Kaisen, je suis pas sûr que mon avis sur le dernier tome sorti vous intéresse, donc voilà, comme ça vous pourrez skipper très facilement et juste vérifier les sujets qui vous intéressent le plus. Et donc alors on va avoir trois types de lectures dans ces vidéos. Les relectures, comme son nom l'indique, c'est des mangas que j'ai déjà lus mais que je me mets à relire. On va dire les sorties, c'est-à-dire les derniers tomes plus ou moins sortis dans l'année, dans le mois, etc. En tout cas, des lectures de mangas qui sont sortis récemment chez nous. Et puis, on va dire qu'il va y avoir les rattrapages, genre les œuvres qui peuvent être un peu incontournables et que je découvre uniquement maintenant. Voilà, vous aurez ces trois types de lectures. En tout cas, dans cette vidéo, vous aurez les trois. Alors, on va commencer avec les relectures, parce que ça ira assez vite. J'ai relu, effectivement, l'arc Skypiea de One Piece avec le coffret qui est sorti chez Glénat, qui rassemble en fait tous les tomes de l'arc Skypiea. Donc en tout cas voilà, pour la relecture de la saga Skypiea, ça m'a fait un bien fou de relire cet arc parce que ça faisait très longtemps. Là du coup je relis les premiers arcs avec les coffrets qui sortent, en même temps que les coffrets qui sortent chez Glénat. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas relu les anciens arcs de One Piece. Je connais les grandes lignes, etc. Mais c'est vrai que ça doit faire pas loin de 10 ans que j'avais pas relu, en tout cas Is Blue, Alabasta et Skypiea, c'est sûr. Et mine de rien, ça fait du bien de revoir un petit peu, surtout l'arc Skypiea, je trouve que c'est un peu l'une des seules sagas de One Piece où il y a vraiment ce côté aventure, c'est-à-dire ce côté on ne dépend de rien. Juste on fait notre délire de pirate, on vit notre délire entre nous, les chapeaux de paille, on a envie de trouver un trésor, donc voilà, et puis on a rencontré un type sympa, donc on veut lui faire comprendre que la cloche existe, etc. Mais en soi, on n'est pas forcément plus que ça intéressé par ce qui se passe autour, parce que c'est vrai que la saga Alabasta, il est question de venir en aide à Vivi, donc ils sont pas vraiment entre eux. Après l'arc de Water 7, là ça ouvre complètement, ça ouvre tellement d'horizons, les enjeux sont tellement grandioses que là on passe à un niveau supérieur à partir de cette saga. Et puis après pareil, plus ça va, plus ça avance, et plus les enjeux sont énormes, et à chaque fois les Mugiwara ils sont entraînés dans une histoire qui les dépasse complètement. Voilà, il y a la saga Marineford, après il y a l'île des hommes poissons où ils sont un peu entre eux, mais très vite, juste après, il y a toute la saga de Wano qui commence. Donc c'est vrai qu'au final, je trouve que Skypiea est assez singulier comme saga, parce que c'est vraiment la saga où tu vas avoir plein de moments assez chill de développement entre chaque chapeau de paille. J'ai été assez surpris d'à quel point en fait dans cette saga les Mugiwara
sont tous véritablement plus ou moins assez utiles et développés. Le petit Chopper qui, bah voilà, c'est un peu un enfant, et puis tu vois qu'il veut prouver sa valeur à l'équipage, et donc tu le vois qui veut battre les commandants de NR, et puis après t'as Zoro qui tombe sur son corps hein, inconscient, et du coup ça le vénère, etc. T'as du développement d'équipage autour des Dials, où t'as Usopp et Nami qui sont un peu fascinés par la technologie, et donc ils sont là, waouh, on va pouvoir se confectionner de nouvelles armes, nanani nanana. Ils récupèrent le chevalier du ciel, donc ils sont là, ok, on va le soigner, vous allez par là, surveillez de ce côté-là, nous on va s'occuper de lui, etc. Tu les vois qui font des allers-retours sur le bateau. C'est vraiment des petites ambiances chill que je trouve particulièrement, que je retrouve, on retrouve pas forcément dans toutes les sagas, parce que comme je disais, après, les enjeux deviennent énormes, il y a énormément de personnages, donc on n'a plus vraiment ces moments de complicité entre les Mugiwara, et puis NR, quoi, NR qui... je le trouve fantastique, cet antagoniste, enfin, dans le sens où il est trop puissant, quoi. Il a pas une écriture folle dingue du tout, il fait beaucoup méchant Dragon Ball, je trouve, genre juste, je suis un dieu, je suis trop fort et c'est tout, et vous fermez vos gueules, mais c'est vrai que il est tellement puissant, il couche tellement tout le monde, et les catastrophes qu'il provoque sont tellement grandioses, que moi ce personnage me fascine. Pour moi il pourrait clairement être du niveau d'un empereur s'il revenait, et s'il décidait à vraiment s'entraîner, tu vois. Mais bon, en tout cas, voilà, ça m'a fait du bien de revoir les Mugiwara dans cette équipe de 7, où je trouve qu'ils sont assez nombreux pour former une belle équipe, et pas de trop pour en délaisser certains. Parce qu'après, quand il y a Franky et Brook qui arrivent, là, je trouve que c'est à partir de là que les Mugiwara sont assez délaissés. Enfin, qu'il y a plus la même touche de développement pour chaque personnage, quoi. Ensuite, j'ai pu lire Adieu Eri de Tatsuki Fujimoto. Alors, mes lectures ne sont pas forcément dans l'ordre. Hein. Adieu Eri, c'est pas le deuxième manga que j'ai eu de janvier, mais voilà, je l'ai fait un peu comme ça me vient. Donc, par l'auteur de Chainsaw Man, c'est un one-shot. Il a fait plusieurs one-shots, c'est le premier one-shot que je lis de lui. J'ai pas lu les autres, Don't Look Back, et puis je sais plus s'il en a fait un autre, mais je sais que Don't Look Back c'est paru chez nous. Un one-shot très particulier, une expérience très particulière. En fait, c'est l'histoire d'un, grosso merdo, d'un étudiant, je sais plus s'il est collégien ou lycéen, où en fait, eh bien, sa mère a une maladie incurable, et donc un jour, sa mère lui formule la demande de la filmer constamment dans toutes les scènes du quotidien pour que la famille garde un souvenir un tant soit peu, on va dire, heureux et bienveillant de leur mère. Voilà, elle veut que son fils filme tous ses derniers instants pour qu'ils aient le souvenir le plus frais possible au moment où elle partira. Et donc bah, le fils accepte, il va se mettre à... alors je crois qu'il s'appelle Yuta, je sais plus. Oui c'est ça, il s'appelle Yuta. Oh, bon ça va que c'était dans le mois. Mais moi j'ai vraiment du mal avec les noms, parce que tu sais, Yuta, il y a plein de... Dans tous les mangas que je lis, il y a plusieurs Yuta, tu vois. Donc moi je suis une brêle dans les noms, souvent des mangas, parce que il y a des noms qui se recordent. Enfin donc du coup, des fois, bon, pour moi c'est un enfer. Bref. Et du coup, Yuta, bah, c'est ce qu'il fait, il va se mettre à filmer plusieurs scènes du quotidien de sa famille, et notamment de sa mère. Et donc en fait, tout le manga va être en point de vue subjectif, c'est-à-dire que toutes les cases vont être du point de vue de la caméra, et par moment, bah voilà, Yuta va se prendre en selfie, donc c'est là où tu verras sa tête, etc. Mais les 3/4 de l'œuvre sont en point de vue subjectif, et donc, eh bien... Yuta va se mettre à monter son film, il va faire du montage de tous les plans qu'il a filmés, et un jour il va organiser une projection à son école, et en fait alors je vais pas spoiler, il va ajouter un certain élément dans son montage qui va comment dire, qui va beaucoup perturber toute l'audience. Tout le monde va dire mais mec, c'est quoi ton film ? À la base ça parle de ta mère, on voit ta mère qui a une maladie, et là il y a un truc qui se passe où ça part un peu en couille, et donc personne ne comprend ce qui se passe sauf une étudiante qui va être véritablement impressionnée par le film qu'elle a vu, par le film de Yuta, parce qu'elle va se dire putain, oui c'est spécial, mais enfin je découvre une œuvre. Elle est passionnée de cinéma et elle se dit putain, je découvre une œuvre qui m'a surpris. C'est un parti pris ce que t'as fait, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant, mais ça se voit que tu n'y connais rien au cinéma, donc eh bien la jeune fille et Yuta vont former un espèce de duo
pour, eh bien, elle va le forcer à voir le plus de films possible pour nourrir sa culture cinématographique, parce qu'elle demande qu'une chose à Yuta, c'est un jour refaire un film similaire. Elle voudrait qu'il refasse un film similaire avec elle, mais cette fois avec une plus grande force scénaristique. C'est extrêmement particulier, et ça, c'est... Alors, il y en a à qui ça va plaire, il y en a d'autres peut-être pas du tout, parce que c'est très conceptuel comme manga, parce qu'il y a beaucoup de phases où tu vas être très surpris, très malaisé en quelque sorte, mais comme dans Chainsaw Man, enfin, c'est vraiment sa marque de fabrique à cet auteur, souvent, les phases assez malaisantes, qui sont pas forcément très compréhensibles, et qui te font... tu sais, tu te dis... What the fuck, c'est quelque chose qui a un sens. C'est pas quelque chose de gratuit. Les moments de malaise avec cet auteur, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas gratuit. Il y a un intérêt derrière, il y a un sens derrière, ça offre une singularité au personnage qui, au final, bah en fait, aussi ouf que ça puisse paraître, c'est que ces phases très bizarres, les actions très bizarres que peuvent avoir certains de ces personnages, au final, dans une histoire, ça nous gêne, mais quand tu le transposes dans la vie réelle, tu te dis, non mais il y a des personnes comme ça en fait. Il y a des personnes qui ont ce fil de pensée, qui font des rencontres comme ça, et dont la vie fait que bah ils sortent de la norme quoi. Enfin, bien évidemment qu'on a on est tous entourés de personnes qui sortent de la norme. On va dire social quoi. Et donc en fait concrètement ce manga c'est comme un grand storyboard en fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir des doubles pages où ça va être 6 fois la même case, tu tournes la page, encore 6 fois la même case, tu tournes la page, et là il va se passer un truc parce qu'en fait c'est comme si tu voyais des pellicules de cinéma en fait tout simplement, et ça offre un rythme très particulier et qui au début tu peux te dire, enfin, certains pourraient se dire bah, c'est feignant un petit peu comme composition, mais en fait pas du tout parce que ça demande un travail de composition. Tu sens que l'auteur est fan de cinéma, hein. Ça, tu sens, c'est incroyable dans toutes ces œuvres que j'ai, enfin entre Chainsaw Man et lui, et Adieu Eri, tu sens que le mec est un passionné de cinéma, et donc en fait ça peut déranger, mais en fait ça offre un rythme de narration extrêmement soutenu qui, personnellement, m'a obligé à tourner les pages très très rapidement, mais pas dans le sens parce qu'il n'y avait rien à lire, mais parce que vraiment ça te transporte dans un rythme très particulier, mais très addictif, et surtout, t'as envie de savoir jusqu'où ça va aller. Quand tu vois à quel point le duo de personnages est spécial, et ce qu'elle lui demande par moment, t'es vraiment curieux de voir comment ça va se finir. Et puis surtout, moi, il y a un truc que j'ai adoré, c'est cette manière constante de nous faire douter de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est de la fiction. Parce qu'au final, l'auteur joue avec ça, c'est-à-dire que tu vas penser que tous les moments où t'es du point de vue de la caméra, tu te dis « Ok, ça c'est une fiction », et quand on n'est pas de ce point de vue-là, c'est la réalité. Sauf que en fait, il va jouer avec les deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne sera pas forcément du point de vue de la caméra, ce sera de la fiction. D'autres moments, ce sera le réel. Et pareil pour la caméra, il y a des situations où tu vas te dire, ok, là, il est en train de filmer un truc réel et tout, alors qu'en fait, pas forcément. Et c'est ça, c'est constamment une limite entre la fiction et le réel. Des fois, tu sais pas où te placer, et j'ai quand même hâte de relire le manga, parce que maintenant que j'ai toute l'histoire en tête, je sais où est-ce que l'auteur voulait aller, et bah je vais prendre un malin plaisir à le relire et à me dire, et à vraiment comprendre cette fois, qu'est-ce qui était de la fiction et qu'est-ce qui était réel dans le récit. Alors, tome 18 de Jujutsu Kaisen, alors les Anime Only, partez parce que je suis un peu loin, je suis l'équivalent de la saison 3, hein. Je suis à l'équivalent du début de la saison 3, donc vraiment... Si vous voulez pas être spoilé, barrez-vous, et si jamais vous êtes intéressé, restez bien évidemment. Donc c'est un tome qui continue en fait la transition entre le drame de Shibuya et le tournoi de Tokyo. Donc c'est très intéressant, moi j'aime pour l'instant en tout cas, j'aime beaucoup même la narration en règle générale de l'auteur. J'aime beaucoup la façon dont c'est agencé, le côté le monde est plongé dans le chaos. Le monde est plongé dans le chaos, il n'y a plus Satoru Gojo, le monde a eu la révélation des fléaux, et donc en fait dans ce chaos cosmique, il y a certains personnages importants qui sont décédés, en tout cas où j'en suis, c'est fini pour eux, enfin voilà, pour l'instant ils sont morts, donc voilà, c'est assez horrible, et en fait c'est intéressant parce que moi ce que j'aime beaucoup dans Jujutsu Kaisen, c'est que c'est vraiment un manga... très sombre, qui au final
prend les codes du shonen classique, mais qui en fait une histoire par contre où le délire de l'amitié et le plot point ne protège pas les personnages. Et moi ça c'est un truc que je kiffe vraiment, ce qui fait qu'on est dans un arc là, le tournoi qui est en train de s'engager, c'est hyper malsain quoi, c'est hyper malsain, tu sais pas où ça va, où ça peut aller. Enfin moi je m'attends en tout cas du coup maintenant à ce que n'importe quel personnage meure. Et puis du coup dans ce tome là, Yuji et Megumi, pardon, je vous ai dit j'ai du mal avec les noms, Megumi et le panda cherchent un allié, pareil j'ai oublié son nom, mais qui effectivement participe à des tournois, à des combats d'exorcistes qui sont complètement illégaux. Et moi ça c'est le genre d'ambiance que j'aime beaucoup, les espèces de tournois, les espèces de tournois illégaux dans des souterrains, avec un commentateur, avec des gens dans des gradins et tout, dans une espèce de cave. Moi c'est vraiment des ambiances que je kiffe, et donc dans ce tome là bah, c'est beaucoup ça. Et puis la fin du tome démarre le tournoi des exorcistes avec toutes les règles. Moi pareil, j'aime beaucoup ce côté, bah il y a de l'action mais en même temps il y a de la réflexion sur le ok, on a le droit d'ajouter des règles au tournoi, donc il faut qu'on agisse de telle manière, et surtout qu'on demande à choisir telle règle. T'as l'autre qui dit ouais mais non, il vaut mieux qu'on exclue telle règle en utilisant cette règle, etc. Moi je trouve ça intéressant. J'ai pas grand chose de plus à dire parce que comme je le disais, ça sent que c'était un tome de transition, ça finissait la partie, on passe de l'ère sombre vers l'ère tournoi qui possiblement va engager vers la fin du manga, mais en tout cas très très hâte de lire la suite. Moi Jujutsu Kaisen c'est l'un des rares shonen de la nouvelle génération si je puis dire, qui me plaît de ouf à la lecture, où je sais pas du tout à quoi m'attendre, etc. My Hero, Demon Slayer, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Blue Lock, des choses comme ça. Moi c'est des choses qui m'ont beaucoup lassé, et je retrouve difficilement de la grande hype dans les nouveaux shonen, mais Jujutsu Kaisen c'est pépite. Tome 3 pour Dan Dadan. Alors, de ce que j'ai compris, c'est un manga qui n'a pas du tout fait l'unanimité, enfin en tout cas du peu de retours que j'ai eu, j'ai pas l'impression que ça a plu à grand monde. Moi je kiffe, je m'éclate sur ce manga, c'est pas un chef-d'œuvre, enfin bon, je suis qu'à 3 tomes, il y a que 3 tomes en France, et je crois que le 4 il va sortir normalement au moment où la vidéo va sortir, donc j'ai hâte de lire la suite. Mais c'est assez particulier. Je vais un peu pitcher pour ceux qui connaissent pas forcément. En fait, c'est deux lycéens, un gars et une fille, qui en fait chacun s'intéresse à des comment dire, à des choses surnaturelles différentes. Il y en a un qui va être hyper intéressé par les ovnis, et l'autre qui va être hyper intéressé par les yokai. Et en fait, l'un comme l'autre sont persuadés que l'autre n'existe pas. C'est-à-dire que lui, il est intéressé par... Alors, je sais plus dans quel sens c'est. Non, voilà, le héros, il est passionné de tout ce qui est surnaturel, les ovnis, etc. Mais elle se dit non, ça n'existe pas. Et elle est passionnée de yokai, etc. Mais lui, il dit mais non, ça n'existe pas. Et en fait, un jour, ils se confrontent un petit peu. Enfin, ils découvrent que l'un l'autre a une passion pour le surnaturel en règle générale. Et donc, en fait, ils vont... Elle est très garçon manqué et tout, lui il est très geek, etc. Il est très renfermé sur lui, il a aucun ami, etc. Et puis un jour, bah, en fait, ils vont se prouver l'un à l'autre que les deux existent, autant les ovnis que les yokai. Et en fait, ils vont apprendre eh bien, à affronter ces créatures surnaturelles, grâce à des pouvoirs qu'ils vont acquérir via de la méditation, en affrontant d'autres yokai, etc. Ils vont éveiller certains pouvoirs, ils vont absorber des pouvoirs qui vont leur permettre d'affronter les adversaires des arcs suivants. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que c'est complètement barré. C'est complètement con comme les intrigues, etc. Le postulat de base part quand même que le gars, il y a un yokai qui lui vole ses testicules. Et donc en fait il passe la moitié de l'intrigue à chercher ses boules, et en fait ça donne il y a des situations, mais c'est tellement con, et en même temps les personnages sont extrêmement attachants. Le premier chapitre est un peu bizarre, je vous l'admets, je vous l'accorde. Le premier chapitre, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu t'attends pas du tout à une histoire comme ça. Et plus tu avances dans le tome et dans les histoires, dans les chapitres d'après, et plus je me dis, non, les personnages sont très attachants. Ce qui est intéressant avec le manga, c'est qu'il y a très peu de personnages. En tout cas, là où j'en suis, il y a très peu de personnages. Je suis au tome 3 et il y a que 4 personnages. Enfin, dans les personnages principaux, il y en a que 4 en fait. Il y en a que 4. Et quand t'es au tome 3 d'un manga, en général, t'as quand même une intrigue déjà qui est beaucoup plus développée et t'as quand même beaucoup plus de personnages. Mais là, il y a que 4 personnages et
autant je peux comprendre que ça puisse frustrer parce que tu te dis, ben putain, le scénario pourrait un peu s'ouvrir. Peut-être qu'il le fait plus tard, je ne sais pas. Et en même temps, ça rend les personnages encore plus attachants parce que du coup, l'auteur s'arrête beaucoup sur le relationnel entre chaque personnage. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, bien sûr, il va y avoir, enfin, en fait, il va y avoir un début de sentimentalisme entre les deux personnages parce que lui, il est charmé qu'il a pu se faire enfin une amie. Ça le touche beaucoup et donc ça lui développe quelques sentiments, et puis elle en fait elle va trouver chez lui des similitudes avec son idole, et donc bah, elle aussi elle va commencer à s'éprendre, mais forcément comme c'est shonen et tout, ils vont pas vouloir se l'avouer à eux-mêmes comme à l'autre, et donc ça donne des situations attachantes, cocasses. Le duo est très complémentaire parce que elle est très fonce dans le tas, elle est ouverte et tout, elle est très extravertie, mais en même temps elle est très fonce dans le tas et tout. Lui il est très introverti, il est très timide, mais il a un peu plus de réflexion et il part moins au quart de tour. Et donc, non, vraiment je trouve le manga très attachant. Et puis il y a des chara-design qui fonctionnent très très bien, que ce soit dans le chara-design des héros, je sais pas pour vous, mais moi l'héroïne, je trouve son chara-design qui fonctionne tellement bien, je la trouve tellement classe, et les transformations aussi, que ce soit les yokai, comme les ovnis, comme les transformations des héros, il y a des designs qui sont particulièrement intéressants et badass, très malaisants. Moi c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que il y a souvent dans les mangas où il est question de yokai, etc., c'est pas forcément des monstres qui font très peur plastiquement. Là je trouve que l'auteur joue bien sur certains malaises, genre il y a des ovnis, oui c'est complètement horrible, enfin, il y a des ovnis, leur particularité, ils viennent sur Terre parce qu'en fait ils veulent arracher les parties génitales des femmes, et donc en fait ils ont comme un tuyau scalpel bizarre qui leur sort de leur entrejambe en fait, en mode bon bah voilà on va vous extraire vos parties génitales avec ça. Ils ont un grand sourire, c'est hyper malaisant, mais en même temps ça appuie bien le côté ah ouais en fait c'est assez barré, enfin c'est assez flippant, c'est tellement barré que ça en devient flippant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a en tout cas d'où j'en suis, c'est qu'il y a une histoire derrière les yokai. Comme dans la mythologie japonaise, en fait, eh bien, chaque yokai, c'est pas juste un monstre à défoncer, il va y avoir tout un petit lore autour, toute une petite histoire qui va être développée, et qui va, eh bien, petit à petit développer le lore des personnages. J'ai aucune idée d'où est-ce que ça va aller, c'est tellement barré que j'ai pas d'idée d'où ça va aller, tu vois, c'est con. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, je sais pas comment c'est en japonais, mais en tout cas, la traduction française, enfin, les phrases qui se balancent, les personnages, je les trouve tellement drôles, genre des fois, la meuf, enfin, l'héroïne, elle est hyper garçon manqué, et moi, il y a des interactions, il y a des punchlines qui sont lancées, en tout cas en version française, qui me font beaucoup rire. Genre, mais trop pas, espèce de pauvre quiche, tu sais, des trucs comme ça, genre vraiment, mais hyper cash comme ça. Moi, ça me fait beaucoup rire, j'ai aucune idée d'où ça va aller. On dirait du délire Gintama, et en même temps, il y a des moments sérieux et badass, et un peu flippants à la Jujutsu ou Bleach. Moi, ça me transporte. Je sais pas si d'autres vont être intéressés, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Et puis aussi, il y a des scènes d'action particulièrement intéressantes. Je m'attendais pas à ça. Au début, je me suis dit, bon, ok, ça va être surtout gag manga, donc l'action va être un petit peu secondaire, donc je ne branchais pas forcément mon attention sur les combats. Et au final, là, dans le tome 3, par exemple, il y a un combat, notamment dans leur lycée, où en fait, ils affrontent non seulement des ovnis, mais aussi un espèce de monstre du Loch Ness. Et c'était hyper intéressant de voir certaines compositions, genre à un moment, il y a le Loch Ness, le monstre qui va leur lancer plein d'eau à la gueule, et donc en fait tu vas avoir une énorme planche qui prend les 2 pages, où tu vas avoir le choc, en fait tu vas avoir le personnage qui est dans le couloir qui va se prendre le choc de l'eau. Page de gauche, tu vas avoir le point de vue de l'intérieur de la salle, où tu vois l'eau qui commence à rentrer dans la salle, et tu vois le deuxième personnage qui était dans la salle de cours, qui est complètement horrifié. Donc non, vraiment, il y a des fois, je suis en mode, il y a des compositions de pages qui sont assez badass et bien composés, je trouve. Est sorti le dernier tome du manga qui adapte donc le jeu vidéo Zelda Twilight Princess. Zelda Twilight Princess qui est mon Zelda préféré.
avec Breath of the Wild. Enfin, sûrement, enfin, il y a aussi du fait que c'est le premier Zelda personnellement que j'ai fait dans ma vie, enfin que j'ai terminé dans ma vie. J'avais commencé Wind Waker avant, mais je l'avais jamais fini. Lui, c'est le premier jeu Zelda que j'ai fini intégralement. Ça a été mon premier jeu Wii, que j'ai beaucoup fait avec ma sœur aussi. Donc il y a peut-être un truc affect particulier par rapport à ça, mais ça reste mon Zelda préféré. Et donc je me suis rué sur le manga de Twilight Princess parce que je voulais voir l'adaptation. Et effectivement, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre. Parce que effectivement, bah, comme on s'en doute, hein, comme on s'en doute d'un manga qui adapte un jeu, il y a des choses qui sont rushées un peu à gauche à droite, mais pas tant. C'est-à-dire que oui, forcément, l'équivalent des donjons sont assez rushés, mais il y a d'autres choses qui sont bien développées. Il y a des relations de personnages qui sont assez cool, et puis c'est toujours intéressant parce que dans le jeu, Link il est muet, il dit rien, tu vois, genre les personnages ils interagissent avec toi en mode ah ouais, t'es vraiment courageux. Tu vois, genre il n'y a pas d'interaction. Et là, ce qui est cool avec le manga, c'est que du coup là il y a vraiment du développement, il y a un vrai échange entre Link et Midona, entre Link et Zelda, il y a un vrai questionnement sur Link, sur est-ce que je peux vraiment être un héros, est-ce que je mérite d'être un héros. Il y a des moments où il a des vrais passages de doute, où il affronte ses propres ténèbres, où il se pose des questions sur ses origines, etc. Là où dans le jeu, c'est assez rushé. Pareil, moi j'ai adoré la relation Link-Midona malgré ce qu'elle est, même malgré qu'elle soit simpliste, etc. Vu que Link est muet, moi j'adorais leur relation, j'adore le personnage de Midona. Là dans le manga, bah j'ai été servi. Moi j'ai complètement passé un très bon moment, notamment sur la fin, où bah voilà, t'as Midona qui rayonne Moi, il y a une fin, il y a une scène de fin entre Link et Midona en tant que fanboy du jeu et de Midona. J'étais refait, donc non, vraiment je suis content d'avoir... Les dessins sont très très beaux, je trouve. Je crois que c'est un duo d'autrices, je crois qu'il y en a une au scénario et l'autre au dessin, je crois. Et honnêtement, moi j'ai trouvé les dessins fabuleux, il y a plein de planches qui me restent en tête. Ce qui est trop bien, c'est que moi j'ai fait le jeu plein de fois, donc il y a beaucoup de passages que je connais très bien, et c'était un plaisir de voir certains plans qui sont identiques entre le jeu et Link, notamment bah, le combat Link-Ganondorf là à la fin. Il y a effectivement des plans qui sont les mêmes, mais l'aspect manga transmet quelque chose de différent, malgré que ce soit le même plan, la même position de personnage, la même technique entre les deux. Comme il y a du texte en plus, comme il y a une mise en scène différente autour, et bah ça m'a fait comme une relecture du jeu, qui a été très agréable. Il y a plein de points, il y a des personnages où j'en avais rien à foutre dans le jeu, et là comme ils ont un petit plot point, et bah je me dis ah ouais c'est cool. Du coup il y a des personnages, je m'en battais les reins, et là je trouve ça intéressant. Il y a toute une équipe, etc. Donc non vraiment, moi j'ai passé un très bon moment, je regrette pas du tout d'avoir acheté ce manga. Peut-être que beaucoup seront pas de mon avis, mais c'est vrai qu'au début je partais très sceptique parce que bah voilà, un manga qui est adapté d'un jeu, en général, c'est pas forcément fou, surtout pour un manga, surtout pour un jeu avec un lore comme celui de Zelda, mais je trouve qu'elles s'en sont vraiment bien sorties. Ça m'a fait un peu le même effet que le manga Pokémon, où au début je me disais bah non, ça va pas être ouf, et au final, y a des points sur lesquels, narrativement parlant, le manga, Twilight Princess comme Pokémon, dépasse le jeu vidéo, en tout cas pour moi. Alors là, c'est semi-rattrapage, semi-découverte actualité. Je me suis mis à Aohashi. Alors, pour la petite histoire, j'ai d'abord commencé l'animé, parce qu'en fait, je voyais beaucoup de... C'est un animé qui date du coup de l'année dernière, que je n'ai pas regardé en 2022. Je voyais beaucoup de comparatifs avec Blue Lock, enfin normal, c'est un manga de foot et Blue Lock aussi, donc voilà, je voyais pas mal de comparatifs, quelques critiques à gauche à droite. Blue Lock m'a énormément déçu, j'ai abandonné, j'ai arrêté de lire Blue Lock, ça m'a profondément ennuyé, un des rares mangas que vraiment j'abandonne tellement ça me plaît pas. Et donc en fait j'ai commencé à demander en live, lors d'un live à ma communauté, ouais vous avez lu Blue Lock, etc., vous avez regardé, on en pense quoi et tout, et le chat m'a dit c'est trop bien. C'est trop bien, ça n'a rien à voir avec Blue Lock, c'est excellent, etc. Donc moi ça m'a intrigué. Donc j'ai commencé l'animé, et forcé de constater que oui, je me prends une claque. Alors j'en suis à l'épisode 14, donc c'est l'équivalent environ du tome 7 ou 8, je crois, dans le manga. Donc, et en fait, ouais, au bout des 3-4 premiers épisodes, j'ai commencé à acheter les mangas parce que je me suis dit, enfin, c'est génial, en fait, c'est vraiment trop cool. Déjà, qu'un manga de sport me plaise déjà, c'est pas facile, mais que ça me plaise autant,
c'est encore plus rare, quoi. C'est-à-dire que j'ai lu quelques mangas de sport qui m'ont plu, mais sans vraiment plus, tu vois, genre IQ, malgré que l'animé est génial et tout, bah c'est pas non plus narrativement parlant, c'est pas des personnages non plus que je vais me mettre à idolâtrer. Blue Lock m'a déçu, Captain Tsubasa ça m'intéresse pas vraiment, il y a High Shield qui est bien, etc. Mais c'est vrai que souvent, en fait, dans les mangas de sport, il y a beaucoup ce trait shonen qui va comment dire, qui va être significatif pour attirer le plus de jeunes possible, en fait. C'est-à-dire que c'est la force du manga aussi, hein. C'est-à-dire que même si on parle d'un sport qui t'intéresse pas, les éléments narratifs d'un shonen vont faire que tu vas t'y intéresser quand même. Je prends l'exemple de High Shield 21, où bah voilà, les personnages vont avoir des espèces de super pouvoirs, où le héros il a un don pour la course, et il va avoir un espèce de... À chaque fois qu'il va utiliser sa super course, il va avoir toute une aura autour de lui. Les adversaires, c'est d'un autre lycée, ils sont hyper badass, ils sont beaucoup plus forts, c'est des rivaux. Première fois tu les affrontes, les héros se font laminer, il faut s'entraîner, on les raffronte, on a encore perdu mais on lâche pas, on affronte une autre équipe, on gagne, on réaffronte l'équipe rivale, on gagne. Enfin tu sais, souvent dans les mangas de sport, je trouve, ça a un peu cet archétype-là, qui fait que j'ai l'impression, je me trompe sûrement, hein, je sais qu'il y a Kuroko Basket, des choses comme ça, Prince of Tennis, qui sont apparemment des chefs-d'œuvre que je n'ai pas lus, mais c'est vrai qu'en tout cas, le peu de mangas de sport que j'ai lu jusqu'à présent, que j'ai vu, bah ça a un peu comment dire, ces frontières narratives qui me font un peu tout le temps le même effet. Et là, Aoashi, ça ne m'a pas du tout fait cet effet. C'est la première fois que je lis un manga de sport qui est autant terre à terre à tous les points. C'est au niveau du personnage principal, au niveau de comment il évolue, au niveau de la gestion des matchs, etc. Ça fait très longtemps que je rêve d'un manga de sport qui me plaît, et comme je le disais, Captain Tsubasa, ça me plaît pas. Pourquoi le foot? Parce que c'est un sport... tu vois, genre, c'est un sport universel, tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais un manga de foot qui me parle, parce que je trouve que c'est un sport universel, et je trouve ça toujours cool, parce que quand tu veux en parler et tout, c'est souvent plus simple, même au niveau de la compréhension des règles, etc. Et donc Captain Tsubasa, ça m'intéressait pas du tout. Blue Lock, malgré que le trait est incroyable, ça m'a très vite saoulé. Et là... Aoashi, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma perle rare. Si ça se trouve, ça va se casser la gueule au bout d'un moment. De ce que j'ai pu lire en retour, apparemment non, c'est plus ça avance, mieux c'est. Je verrai bien. Mais en tout cas, pour l'instant, je prends un plaisir monstrueux. Alors oui, bien évidemment, c'est une histoire, donc oui, il y a des aspects clichés, mais moi, ce que j'aime, c'est que le héros, il a pas... En fait, le seul don du héros, du personnage principal qui s'appelle Aoi, c'est que il a un don de l'observation très développé. Ce qui fait que il retient tout ce qui se passe sur le terrain et il progresse très très vite. Mais à côté de ça, il n'a pas de réel don physique, il n'a pas un super pouvoir ou un truc qui va faire que bah voilà, il va se propulser et tout. Non, non, non. Il est repéré en fait. L'histoire commence en fait, pour vous pitcher un petit peu, c'est un jeune passionné de foot qui a une mère et un frère, mais c'est une famille assez pauvre, et il fait du foot depuis toujours au village de Ehime, je crois que ça s'appelle, donc dans un bled paumé du Japon. Et un jour, il y a un entraîneur, donc Fukuda, qui est l'un des entraîneurs de foot japonais les plus prestigieux du Japon, qui va le repérer un jour lors d'un match amical où il était en train de jouer, et il lui dit « Petit, toi, t'as du potentiel. Fais-moi voir un peu comment tu te débrouilles avec un ballon. » Il est impressionné par son don de l'observation, donc il dit « Bon, bah voilà, je t'envoie un colis d'invitation, viens à Tokyo, viens passer les sélections pour intégrer mon établissement, et je vais essayer de faire de toi, en fait, l'un des plus grands joueurs de foot. » Et donc, eh bien, en fait, bah, forcément, étant passionné de foot, le Aoi, il accepte. Mais en fait, son but principal, c'est pas forcément d'être le meilleur du meilleur du meilleur. Il veut surtout, en fait, s'il veut devenir un foot professionnel, c'est avant tout pour aider sa famille. C'est pour offrir la belle vie à sa mère. Et donc rien que ça, déjà, je trouve ça tellement mignon, tellement touchant, parce que, eh ben, c'est un personnage qui veut pas juste être le top 1, le plus grand roi des pirates, le plus grand joueur du monde, et tout, machin. Il veut pas prouver sa valeur. Il veut juste s'amuser. Il veut juste protéger sa famille tout en s'amusant, parce qu'il est au courant qu'il a plein de défauts, il est conscient qu'il a plein de défauts, il se dit « je suis bon à rien à part en foot ». Donc si je peux progresser là-dedans et donner une chance à offrir à ma mère une belle vie, eh ben faut que je fonce, j'ai pas le choix.
Et donc ouais, ce qui est génial en fait, c'est que c'est une œuvre très terre à terre, c'est-à-dire que c'est pas, il y a pas tout le temps du foot, il y a beaucoup de phases de développement sur lui, sur les personnages principaux, sur les personnages qui sont dans son équipe, sur sa famille, sur une amie qui s'est fait Anna. Enfin, il y a un début de love story qui est adorable. Vraiment, cette phase de love story est adorable. Moi, l'animé, il y a plein de moments. Il y a plusieurs moments déjà en 14 épisodes qui m'ont mis la larme à l'œil tellement c'était fort. Tu vois, plein de fois, je le disais à ma commu, plein de fois, je me demandais vraiment si je regardais un animé de foot. Tellement il y a des moments juste de développement personnel, de vie en fait, de choix et de moments poignants en fait où Aoi est confronté non pas à des adversaires trop forts, mais il est confronté à ses propres faiblesses. Il se rend compte très vite que il a beau se croire hyper fort et tout, bah très vite on va lui dire bah non, t'es nul dans ça, t'es nul dans ça, t'es nul dans ça, t'as du potentiel, mais t'as pas un don particulier, tu sais pas, tu connais pas correctement les règles principales du foot, et en fait, au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu de créer un gros drama, etc., bah Aoi, en fait, il va se servir de ça pour être plus mature, pour, eh bien, prendre ses faiblesses et aller au-delà. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, pour l'instant, en tout cas dans le personnage de Aoi, c'est que moi, je préfère largement un personnage comme ça, c'est-à-dire un personnage qui va juste prendre conscience de ce qui se prend dans la gueule en termes de défauts, et se dire, bah ok, je vais m'entraîner, je vais pas perdre du temps à pleurer, je vais me concentrer sur ce qui me fait défaut. Je préfère largement un personnage comme ça, plutôt qu'un personnage qui développe, qui a des dons de base par défaut, et qui va avoir un power-up qui sort de nulle part, et tout le monde va dire « Ouah, il est trop fort », etc. Donc vraiment, non, c'est un manga très réaliste, très poignant sur de nombreux points, je trouve. J'en reparlerai sûrement, j'ai hâte de continuer d'avancer, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que je vais m'acheter pas mal de tomes, parce que l'histoire, en tout cas la consistance de l'histoire, waouh, ça m'a fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien de voir une œuvre comme ça. J'ai lu les tomes 22 et 23 de Eden Zero, donc de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, tout ça. J'ai fait une vidéo sur l'œuvre il y a un petit moment pour en parler un peu, et bah, c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'on s'approche du climax de l'œuvre. Donc ça ressemble à une fin, j'ai l'impression qu'on se dirige vers la fin. Surtout que je crois que le manga fonctionne pas si bien que ça au Japon, donc à mon avis l'auteur va pas tarder à terminer. Mais c'est vrai que c'est pas, ouais, ça continue à être pas fou. Moi je pensais vraiment que ça se relèverait au bout d'un moment. Parce que j'aime beaucoup le dessin, comme d'habitude, de Hiro Mashima est très classe, les chara-designs sont hyper efficaces, l'univers me plaît beaucoup, cette espèce de mélange de space opéra et de fantasy, je trouve ça génial. Tu sais, ça fait Mario Galaxy, ça fait, t'as des batailles spatiales, t'es dans l'espace, mais en même temps tu peux arriver sur une planète avec une auberge, avec une forteresse, avec des, il y a tout qui est possible, ça ouvre tellement de possibilités que moi ça m'a éclaté, enfin sur le papier ça m'a vraiment éclaté. Le pitch du manga, donc voilà, je me suis dit bah let's go voir ce que ça donne et tout, et au final en fait bah je continue à être gêné par les mêmes défauts, c'est-à-dire l'abus excessif de scènes olé olé avec les personnages féminins, enfin des scènes de fanservice de fesses qui n'ont pas lieu d'être, des vêtements déchirés, des tenues bizarres, en veux-tu en voilà. Un plot qui me fait beaucoup trop penser à One Piece dans sa structure, les gars, c'est des aventuriers à bord d'un bateau qui veulent trouver un mythe quelque part qui s'appelle Mother, une légende, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. La structure des organisations où il y a un gouvernement qui veut contrer les pirates, mais dans ce gouvernement il y a plusieurs unités, donc il y a les soldats, mais il y a aussi des services secrets. Ils font aussi équipe avec certains pirates. Ils affrontent des pirates galactiques qui sont séparés. Enfin, parmi les pirates, il y a certains très réputés qui s'appellent des généraux, je crois, qui sont plus recherchés que les autres et qui sont plus puissants, et au-dessus d'eux il y a des espèces d'empereurs, ils sont pas nombreux mais ils gouvernent une grande partie de la galaxie. À un moment donné il y a une grande bataille dans le manga, et puis suite à ça il y a un décès, on fait un saut de 2 ans dans le temps parce qu'il faut laisser le temps au personnage de mûrir, etc. T'es là en mode bon, je sais pas si un jour Hiro Mashima a fait un communiqué pour dire concrètement oui, One Piece j'adore, je m'en inspire, je sais pas s'il a fait ça, tu vois. Mais moi, tu sais, dans les commentaires de l'auteur, à chaque fin de tome, il parle énormément de ses inspirations, de son manga, etc. Et pas une fois il a cité One Piece. Donc je me dis, il veut pas le dire, mais
Enfin, tu vois, genre, je sais pas, mais vraiment, des fois, ça me gêne de fou tellement c'est similaire à One Piece. Et puis, en fait, bah, comme j'en parlais dans ma vidéo sur l'œuvre, moi, ce qui me gêne beaucoup, en fait, c'est que l'équipage est composé je crois qu'il y a entre 10 et 12 personnages. Et pour moi, ça me va pas du tout, parce qu'en fait, il y a trop de personnages. Là où One Piece, en 30 tomes, il y avait 7 membres d'équipage, et déjà, ils étaient nombreux. Dans le même nombre, en moins de tomes, il y en a deux fois, il y en a quasiment 2 fois plus. Ça rend beaucoup de personnages insipides. Plein de fois, je suis là en mode ah oui, c'est vrai que lui, il est dans l'équipage, je l'avais complètement oublié tellement il a été introduit rapidement. Tu vois, One Piece, ça prend le temps d'introduire les membres de l'équipage. Tu leur fais une backstory, il y a une introduction, il y a une backstory, il y a un développement, il y a un méchant, etc. Ça prend plusieurs tomes. Dans Eden Zero, en un tome et demi grand maximum, tu as tout eu, c'est-à-dire l'introduction, l'arrivée sur la planète, l'introduction du nouveau personnage, sa backstory, son combat, et puis ça y est, il rejoint l'équipage. Et ça se fait tellement rapidement que du coup, je me suis attaché à quasiment aucun personnage à part les tout premiers. Et donc ça me rend l'aspect famille-équipage très, très fade. Ça me donne un sentiment très très fade pour cet équipage, et ce qui fait que quand il y a des gros dramas comme il y en a là dans les tomes, bah en fait moi ça ne m'impacte pas du tout. Aussi il y a beaucoup de combats, pour moi il y a trop de combats, moi c'est ça qui est dommage, c'est que dans One Piece, alors je fais le comparatif parce que vous avez compris, mais dans One Piece il y a des combats, mais c'est surtout de l'aventure, c'est surtout de l'exploration de tous les environnements, etc. Eden Zero, j'ai rarement vu un manga avec un tel potentiel de faire des étoiles, enfin des planètes, des environnements dans tous les sens. Tu peux tellement t'éclater au niveau d'environnement, au niveau idée, etc. Mais non, lui, il met trop l'accent sur soit les scènes de boules, soit sur les scènes de combat. Et moi, ça m'intéresse pas forcément les combats. Enfin, moi j'aime bien ça, bien évidemment, comme beaucoup. Mais quand il y a que ça, pour moi, là ça fait 2-3 tomes qu'il y a que ça, il y a que ça, il y a que ça, plus que du développement et tout. Et puis il y a des révélations. Tu sens qu'il essaie de rendre ça en mode, il veut que ça paraisse ouf. Mais moi, je trouve pas ça ouf du tout, parce qu'il y a des failles scénaristiques de partout. Et donc t'es là en mode, et puis voilà, et puis l'histoire est très simple, quoi. C'est un collégien peut écrire la même chose. Enfin, je dis pas ça méchamment, tu vois, mais c'est vraiment l'amitié. L'amitié c'est bien, on a une famille. Et pour moi ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a plein de membres de l'équipage qui n'ont pas du tout prouvé leur valeur. Et donc moi je me dis, bah ouais, mais votre famille, je m'en fous un peu, quoi. Et donc moi je suis désolé, mais pour moi oui, tu as le droit de pas du tout trouver Eden Zero bien. Moi je vois trop de messages sur les réseaux en mode non mais dites-vous qu'il y a des gens qui aiment pas Eden Zero alors que c'est trop bien, vraiment c'est génial, comment les gens peuvent dire que c'est pas bien et tout, il y a plein de gens qui disent que c'est nul mais ne les écoutez pas et lisez Eden Zero, c'est trop bien. En plus Hiro Mashima c'est un gros malade parce qu'il gère 3-4 mangas en même temps, donc c'est trop un malade, c'est trop un génie. Mais en fait non, enfin on a le droit, vous avez le droit de kiffer votre manga, si vous adorez Eden Zero, il n'y a aucun souci, mais je pense qu'on a largement le droit aussi de pas kiffer Eden Zero, parce que quand tu vois le nombre de scènes de fesses qu'il y a et à quel point le scénario est simpliste au possible, oui, je suis désolé, tu as le droit de trouver ça nul, et je dis comme ça me vient, je peux complètement comprendre que tu te dises non, c'est nul, c'est une histoire trop prévisible, trop popcorn, ça ne m'intéresse pas. Et puis le côté, ouais, c'est pas parce que le gars il gère plusieurs œuvres en même temps que du coup c'est enfin du coup en fait moi je me dis, en fait je comprends mieux pourquoi son œuvre est aussi plate. S'il gère plein de choses en même temps, bah effectivement je peux comprendre, parce que du coup tu te dis, le mec il doit pas s'y mettre à fond sur son manga, ce qui fait que l'intrigue elle part dans tous les sens, elle est pas hyper développée et tout, parce que bah oui, quand t'as plein de projets en parallèle, bah tu peux pas t'impliquer à 100% dans une seule œuvre. Personnellement, je suis de ceux qui préfèrent la qualité à la quantité. Si vous préférez la quantité, de vous dire, le gars il gère plein de mangas en même temps, donc c'est un ouf, bah, grand bien vous fasse, mais moi je préfère quelqu'un qui s'attarde à 100% à une seule et même œuvre, et qui du coup en prend beaucoup soin, plutôt que quelqu'un qui fait un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là, ah puis attends, j'avais oublié, qu'est-ce que je voulais raconter là, ah oui c'est vrai, je voulais dire ça, etc. Moi je préfère largement quelqu'un focus sur son travail, plutôt que qu'il soit sur 1000 projets. Et enfin, on va finir par eh bien, les rattrapages scolaires. J'ai lu le premier tome de Tokyo Ghoul Re,
Parce que j'ai enfin découvert Tokyo Ghoul en fin 2022, là, en fait, au moment où Glénat a sorti son tome sa boîte intégrale comme avec One Piece, j'ai commencé à m'y intéresser parce que je voyais des débats et tout, notamment dans Mangasure, des trucs comme ça, et qui faisaient des moments un peu réminiscence de Tokyo Ghoul, d'à quel point Tokyo Ghoul ça leur avait plu. Et je me suis dit, non, je vais peut-être m'y intéresser. Parce qu'en plus l'auteur est revenu avec un nouveau manga et tout. C'est vrai que les dessins sont particulièrement classe. Bien sombre, etc. Et il y a une gestion du noir et du blanc que je trouve assez intéressant, donc je vais m'y mettre, je vais laisser une chance. En fait, je ne m'y suis jamais mis parce que j'avais un très gros a priori sur le manga. Et en fait, en discutant avec des fans du manga, je me suis rendu compte qu'en fait, mes a priori étaient dus à l'anime et pas au manga. C'est-à-dire que moi j'avais trop ce sentiment que ce manga ça allait être Dark Sasuke, un peu manga de vampire en mode ouais on est trop sombre et tout, on se nourrit de sang mais en même temps on a un cœur, etc. Je pensais qu'on allait avoir une love story toute pétée, etc. Je voyais plein de visuels des animés et moi les posters et tout ça, enfin tu voyais le gars et tout hyper sombre, moi j'étais en mode mais ça m'intéresse pas quoi, ça a l'air nul, etc. Et surtout je voyais plein de gens hyper déçus de beaucoup de parties de l'animé. Et en fait, j'ai compris en Big 2022 que si les gens étaient déçus de fou de l'animé, c'est parce qu'en fait, l'animé n'a pas adapté les bonnes parties du manga. Enfin, il y a des parties qui ont été inventées par l'animé, et puis l'animé rend certaines scènes beaucoup plus simples. Enfin, il y a beaucoup de scènes qui sont censurées par rapport au manga. On m'a montré les comparatifs de certaines scènes du manga. Enfin, à chaque fois que je lisais le manga, on me montrait les scènes de l'animé, j'étais en mode ah ouais, ah ouais, c'est pas la même ambiance, effectivement. Et donc voilà, en fait, j'avais des gros clichés sur le manga, et qui étaient pas les bons, en fait, genre, je voyais trop de retours de l'animé, j'étais trop focus sur l'animé et pas sur le manga, et en fait, le manga, je l'ai dévoré, j'ai vraiment beaucoup aimé le manga. Vraiment, j'ai passé un très 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 bon moment sur le manga, je m'attendais pas à trouver dans une œuvre aussi bien construite, où en fait, il y a totale absence de manichéisme. Au début, on te dit, bon bah voilà, alors ça prend un peu son temps. Je pense qu'il a fallu environ les 3 tomes avant que je me sente assez investi. Au début, ça prend vraiment son temps, mais cette absence de manichéisme en mode, au début, on te dit, bah non, les ghouls, c'est les méchants, et puis les colombes aussi, enfin, on te dit, non, les ghouls, ça peut être les gentils, les colombes, les méchants, et au final, plus t'avances, plus tu te rends compte que, en fait, c'est un peu comme SNK, c'est-à-dire que c'est un cercle de haine où il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. Il y a autant de points que tu peux défendre et dénoncer dans un camp comme dans l'autre. Et donc en fait, ça te crée une attache émotionnelle pour les deux camps, pour n'importe quel personnage. Tous les personnages sont bien développés, bien écrits, l'auteur en prend vraiment soin. J'ai rarement vu, pourtant parmi tous les mangas que j'ai pu lire, j'ai rarement vu un manga où tous les personnages étaient aussi bien traités et aussi bien développés. Moi, j'en ai un peu ras la casquette de tous ces mangas où c'est tout le temps les personnages les plus stylés et donc les plus populaires auprès du lecteur que l'auteur va mettre en avant. Bah Tokyo Ghoul, ça n'a pas été ça, c'est-à-dire qu'au début je me disais, bah ok, Kaneki et Tuka, le Love Interest, ils vont faire partie comme ils sont les personnages principaux, on va beaucoup les voir sur le devant de la scène, on va beaucoup voir comment leur relation va évoluer et tout, et au final, oui, on les voit beaucoup, normal, c'est les personnages principaux, mais j'ai été étonné d'à quel point il y a des séries de chapitres dans lesquels on les voit pas beaucoup, où ils ont pas forcément un grand intérêt, rien que dans la bataille finale, tu vois, bah les héros, ils ont pas été extrêmes, enfin, les héros, en tout cas les personnages principaux n'ont pas eu autant de place narrative que je le pensais, et en fait, ça crée un manque, en fait, c'est-à-dire que des fois, t'es là en mode, ah, qu'est-ce qu'il devient, Kaneki et tout, t'es en mode, bon, putain, et en fait, c'est un manque qui est, je trouvais dans ma lecture très bénéfique, parce que du coup, tu t'intéresses à d'autres points de vue, tu t'intéresses à d'autres personnages, à d'autres récits, et quand le personnage revient, quand Kaneki revient enfin sur le devant de la scène, bah t'es encore plus content de le revoir, parce que tu te dis, yes, ça va avancer de ce côté-là, et en même temps, en attendant, bah j'ai appris beaucoup de choses sur d'autres personnages. Le trait est très sombre et très bien mis en scène, enfin il y a plusieurs planches où ça m'a assez scotché, c'était sanglant, mais c'était à la fois sanglant et à la fois c'était très artistique, donc ça m'a beaucoup impressionné. Mais donc ouais, Tokyo Ghoul, j'ai été impressionné d'à quel point je me suis senti intéressé par tous les personnages, même les personnages qui sont des ordures. Au début tu te dis mais mec, mais c'est une horreur ce personnage, je vais jamais l'aimer. Attends,
on va te mettre, ah bah en fait ce personnage il avait une fille, ah et puis dans le flashback on va le voir comment il se comportait avec sa fille, et puis ah on va voir qu'il y a plein de personnages qui le respectaient, et tu vas voir dans d'autres flashbacks que c'était le mentor de tel personnage que t'aimes bien et tout. Ah bah merde, je suis un minimum attaché au personnage que je détestais maintenant, ça m'a fait ça plusieurs fois, et puis pareil dans l'autre sens, t'as des personnages que t'adores, et tu te dis, ah ouais mais c'est pas ouf ce que tu fais là. Ah mais attends, tu prends quel chemin là petit père? Et c'est ça pour plein de personnages, donc c'est non vraiment une maîtrise de la narration et du développement de personnages très bien menée. C'est un polar enquête en plus, donc très cool. Il y a à la fois de la guerre de territoire, mais à la fois des enquêtes aussi bien du côté de Kaneki qui enquête sur ses origines avec Lise, aussi bien que sur les colombes qui enquêtent sur les ghouls, etc. Et toi, tu as les réponses d'un point de vue, donc c'est hyper intéressant de voir que toi, tu as les réponses que les colombes cherchent, donc c'est hyper intéressant de voir leur enquête avancer, et de l'autre côté, tu connais pas tous les tenants et les aboutissants pour les origines des ghouls, etc. Et donc, non, vraiment, j'ai été très surpris de la qualité de ce manga, et donc, en toute logique, j'ai commencé Tokyo Ghoul Re, et alors, aussi, ce qui est très agréable dans ma lecture, c'est que je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Le peu de choses que j'ai vu de Tokyo Ghoul, c'est des visuels, c'est des pauvres clips d'opening, des trucs, mais hors contexte, je retiens rien, tu vois. Donc en fait, moi, ça a été hyper agréable dans ma lecture de Tokyo Ghoul, tout comme dans Tokyo Ghoul Re, je ne connais rien. Tokyo Ghoul Re, je ne connais rien. Je ne sais pas du tout où ça va, je ne sais pas si je vais revoir certains personnages, je sais que c'est le même auteur et tout, donc je pense que logiquement on va en revoir, mais voilà, moi il y a ce plaisir en plus dans ma lecture de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, c'est que j'ai pas subi le spam de scènes ou j'ai pas vu un résumé foireux, j'ai pas vu quoi que ce soit, je ne sais rien. Et donc quand j'ai commencé Tokyo Ghoul Re, les trois quarts du premier tome, ça m'a un peu... Enfin, non, pas les trois quarts, la moitié du premier tome, ça m'a un peu déconcerté, parce que du coup, on est des années plus tard, et on est avec d'autres personnages qui n'ont rien à voir, on est du côté des colombes, on est sur une nouvelle unité qui sont une fusion entre... Enfin, qui ont reçu des gènes de ghouls, ce qui fait que ça fait d'eux des super soldats, mais en même temps... ça va assez vite, c'est enquête, et en même temps introduction de plein de nouveaux personnages, et moi j'étais en mode... Bon, c'est intéressant, mais c'est vrai que j'aimerais bien revoir les anciens et tout. Et après, il y a le reveal, où en fait... enfin, au début, le personnage principal, je m'en foutais un peu, et là, tu vois le reveal, tu vois... Bon, pour ceux, je vais pas... Bon, je pense que vous connaissez sans doute, mais quand tu vois le lien entre le nouveau personnage principal et l'ancien, quand tu vois ce qu'ils ont en commun, leur lien, je me suis dit... Ah ouais, ok. Alors, ok. Tu vois, genre j'étais en mode, ok, donc ça confirme ce que je pensais à la fin de la première partie, j'étais pas sûr d'un truc en première partie, ce truc me le confirme, et je suis en mode, ah ouais, c'est osé. Ah ouais, ok. Je crois que j'ai jamais vu un manga en deux parties où la deuxième partie faisait un tel lien avec la première. Peut-être que ça va pas durer, peut-être que ça va se casser la gueule, je ne sais pas, mais en tout cas, la fin du premier tome m'a beaucoup intrigué, j'ai hâte de continuer. Je continuerai en manga, je vais continuer à acheter les mangas, je suis pas intéressé par l'animé quand je vois les censures et tout. Enfin, l'aspect sombre, je trouve, fonctionne beaucoup plus avec le trait de l'auteur. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai hâte de continuer ce rattrapage. Voilà, pour ce qui est de mes lectures de janvier 2023. Ça aurait été une longue vidéo. Au montage, je pense que je vais m'amuser un petit peu. Maintenant, j'ai la fibre, je vais pouvoir envoyer la vidéo très très rapidement. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je n'ai aucune idée de si j'en referai d'autres de ce style-là. Parce que, mine de rien, c'est assez éprouvant. Alors, peut-être que dans les prochains mois, je dirai moins de tomes, etc. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire vos retours. Ouais, continue. Non. Voilà, je ne sais pas, je verrai, moi-même je verrai comment je le sens, une fois que le montage sera terminé et tout, je verrai bien. Voilà, j'avais envie de vous partager un tant soit peu mes retours sur des lectures qui sont frais dans ma tête, et sur des trucs dont je ne peux pas forcément vous parler, par exemple, tu vois, Tokyo Ghoul, enfin, ou Adieu Eri, je me vois pas faire une vidéo entière sur ça, mais là au moins vous avez un petit peu vous avez eu un panorama de ce que j'ai pu découvrir et mes avis succincts sur toutes mes lectures. Je vous souhaite une très très bonne continuation sur mes différentes chaînes, sur mes différents contenus. On se dit à très vite, prenez soin de vous, portez-vous bien, et vive les mangas, putain, lisons des mangas, regardons des animés, parce que véritablement...
ça fait du bien. Alors oui aussi, effectivement j'ai vu des animés, mais c'est vrai que je regarde quand même moins d'animés. J'ai vu des animés dans le mois, je me suis dit est-ce que je l'insère dans cette vidéo, je me suis dit non, ça ferait vraiment trop. J'ai continué Jojo, j'ai commencé comme je vous le disais Aohashi, il y a les animes fleuves, donc j'ai commencé Vinland Saga forcément la saison 2, mais comme c'est en cours, donc je vois pas trop l'intérêt de vous en parler et tout, voilà. Voilà, il y a des choses comme ça que j'ai continué, il y a l'animé de Pokémon qui arrive sur sa fin, il y a les épisodes de One Piece qui sont ouf et tout, mais je me suis dit non, je vais me concentrer sur les mangas parce que c'est vrai que d'un point de vue quantité, c'est vrai que je lis beaucoup plus de mangas que je ne regarde d'épisodes d'animé. Je préfère les mangas aux animés personnellement, donc voilà. Bref, je vous laisse, je vais faire le montage, prenez soin de vous, ciao.